Je ne pense pas que la décision du gouvernement soit suicidaire, loin s'en faut. Il est vrai que le prix des produits pétroliers a été augmenté récemment et juste après, il y a eu une nouvelle augmentation. Mais il ne vous a pas échappé que sur des produits comme le pétrole, nous sommes laissés ou nous sommes dépendants de facteurs complètement exogènes. Notre pays ne produit pas du pétrole. Nous achetons du pétrole à l'étranger que nous mettons à disposition de nos compatriotes pour qu'ils puissent vaquer à leurs occupations. Et pour que ces produits pétroliers restent accessibles au commun de nos concitoyens, il y a des subventions qui sont apportées. À un moment donné, le niveau de subvention n'est pas tenable parce que les prix n'ont pas cessé d'augmenter. Je pense que je ne surprends personne ici, il suffit de jeter un coup d'œil sur la courbe des prix des produits pétroliers, du baril notamment, et vous vous rendrez compte que les prix n'ont pas cessé d'augmenter. Et pendant un temps relativement long, le gouvernement a tout fait pour amortir le choc. Et cela a été expliqué abondamment. Pendant que nous amortissions le choc ici, nous nous rendions vulnérables parce que d'autres personnes que des Togolais venaient prendre notre carburant. Donc à un moment donné, il était nécessaire, voire vital, de relever un tout petit peu les prix pour pouvoir supporter le choc qui était annoncé relativement à cette augmentation continue des prix de produits pétroliers. Donc moi, ce qu'il faut noter, ou ce que je voudrais souligner là-dessus, c'est que le gouvernement est très attentif au sort des populations, et ces augmentations-là, ce sont des augmentations qui sont réalisées de façon, enfin, disons la mort dans l'âme par le gouvernement. Le gouvernement ne peut pas décider de faire subir ces augmentations à ces populations s'il n'en avait pas été contraint. Et il faut tenir compte des différents équilibres budgétaires. Il s'agit d'une série de facteurs en réalité. Ce facteur-là fait partie. Mais il y a d'autres facteurs. La première contrainte, c'est quand même l'évolution du prix du baril un peu partout. Nous achetons le carburant et les prix n'ont pas cessé de flamber. Et je le dis encore avec beaucoup de conviction, le gouvernement a essayé tant bien que mal de retarder au maximum cette augmentation. Aujourd'hui, cette augmentation est devenue inévitable parce que la collecte des ressources pour pouvoir subventionner le carburant était devenue un peu délicate. Et vous le savez, il n'y a pas que le carburant à subventionner, il y a d'autres produits, il y a d'autres secteurs aussi à accompagner, ce qui fait que à un moment donné, il faut réaliser un équilibre. C'est douloureux pour nous tous et notre prière, ou en tout cas le travail qui est fait au quotidien, c'est de faire en sorte que ce passage-là puisse se faire rapidement pour que nous puissions retourner à la normale. Moi, je voudrais rassurer les uns les autres. Si le gouvernement met fin à une subvention, le gouvernement n'hésitera pas à l'annoncer, on est bien d'accord. Bien. L'augmentation du prix du blé, donc de la farine de blé par ricochet, est due au même facteur. Aujourd'hui, on a la guerre en Ukraine, entre la Russie et l'Ukraine. On sait que la Russie, l'Ukraine notamment, et puis les États-Unis dans une autre mesure, sont les plus grands producteurs de blé. Et à partir du moment où les flux maritimes notamment sont fortement ralentis entre ces pays-là, l'Ukraine et la Russie, et le reste du monde, il est, je ne veux pas dire logique, mais c'est une conséquence de cette limitation de ces flux que l'on retrouve sur le prix du blé. Donc, chez nous, la farine a augmenté. On ressent les conséquences sur le prix du pain. Des alternatives sont en discussion parce que, au fond, si nous voulons dire les choses très clairement, nous ne produisons pas de blé non plus. Mais nous fabriquons du pain avec d'autres céréales. On fabrique du pain avec du manioc, on fabrique du pain avec du soja. Aujourd'hui, on a une structure togolaise qui met en place un mélange de farine de blé, de soja ou de manioc, je pense, pour faire le pain.
Donc à partir de là, peut-être qu'il nous faut revoir progressivement nos habitudes de consommation pour ne pas être dépendant exclusivement de ces productions-là. Vous savez que le gouvernement travaille dans une dynamique du consommer local et c'est certainement l'occasion pour nous de revoir petit à petit la consommation des céréales que nous produisons chez nous et des sous-produits de ces céréales-là. Nous avons d'ailleurs la faveur d'utiliser des céréales qui ne sont pas dans lesquelles on ne retrouve pas trop de gluten. C'est peut-être l'occasion à saisir pour revisiter nos habitudes alimentaires et valoriser nos produits locaux. La population n'est pas abandonnée. Pourquoi? Tout simplement parce que des mesures sont prises pour faire en sorte que cette situation soit jugulée. Et en général, lorsqu'on parle des mesures, nous avons dans notre vue immédiate, par exemple, le plafonnement des prix qui est réalisé. Mais il y a des mesures qui sont plus globales. Si nous prenons par exemple les mesures qui sont prises pour faciliter la rentrée des classes, notamment l'exonération du prix l'exonération des frais de scolarité. Si nous prenons par exemple les mesures qui concernent l'exonération des frais d'examen, ce sont autant de mesures qui vont dans ce sens. Si nous prenons par exemple le programme Ouézou qui vise à accompagner la femme enceinte et le nouveau-né, ce sont autant de mesures. Donc, vous savez, le gouvernement est au quotidien au chevet de la population. C'est pour cela qu'il ne faut pas qu'il y ait un tropisme dans l'analyse que nous faisons de la situation. Oui, on a augmenté les prix des produits pétroliers. Cela a entraîné certainement de la spéculation ici et là, mais cette spéculation est prise en compte par le gouvernement dans les différentes mesures sociales qui sont prises. Le gouvernement ne peut jamais être à bout. Si le gouvernement arrive à bout, ça veut dire qu'il n'y a plus d'État, vous voyez. Donc, sur le prix des produits pétroliers, je pense qu'il nous faut regarder autour de nous. Moi, je pense qu'il faut qu'on fasse cet exercice-là. Même en Arabie Saoudite, c'est vous dire. Donc, le gouvernement fait tout pour maintenir l'équilibre social, fait tout pour que nos concitoyens puissent progressivement juguler cette situation et pour qu'on puisse s'en sortir. Les moyens que l'on mobilise dans un État, ce ne sont pas des moyens qui sont inventés, ce sont des moyens qui sont créés par l'État, que l'État utilise. Si nous créons plus de richesses, évidemment que nous aurons plus de moyens pour pouvoir faire de la redistribution. Mais si nous ne créons pas beaucoup de richesses, nous n'aurons pas les moyens de faire de la redistribution. L'argent qui est utilisé pour payer les subventions, ce n'est pas de l'argent qui est donné ou de l'argent qui est tombé du ciel, c'est des ressources qui sont créées ici, notamment par les impôts, par les différents mécanismes de collecte des recettes de l'État, qui nous permettent de le faire. Donc aujourd'hui, si on regarde d'ailleurs, l'État a décidé de soulager les importateurs en enlevant la TVA au cordon douanier sur certains produits. L'État a décidé, par exemple, de ne pas soumettre à certaines taxations les véhicules neufs. Donc, vous voyez, c'est un équilibre qui est recherché un peu partout et il faut pouvoir trouver le bon mix pour que chacun puisse trouver son compte. Ceux qui pensent que le gouvernement ne fait pas assez ou n'en fait pas assez, je ne veux pas dire qu'ils se trompent, mais je voudrais les rassurer sur ce que le gouvernement pense tous les jours pouvoir mieux faire. Et le gouvernement se met vraiment à la tâche pour pouvoir mieux faire. C'est la raison pour laquelle chaque jour, vous voyez les membres du gouvernement sur le terrain à l'œuvre. Donc, on peut toujours mieux faire et on s'acharne à aller dans ce sens-là. Pour les différentes catégories, vous-même vous l'aviez cité tout à l'heure, la plupart des catégories sont avancées. Aujourd'hui, on a la réflexion, c'est de faire en sorte qu'on arrive dans un système de sécurité sociale complet.
la loi sur l'assurance maladie universelle a été votée dans ce sens-là. Elle est en pleine opérationnalisation. L'identification biométrique des uns et des autres pour que lorsqu'on cherche à aider quelqu'un, l'aide puisse tomber directement dans la poche de cette personne, que cela soit effectif. Les rencontres de la NID avec les différentes parties prenantes ont démarré. Donc c'est pour vous dire que tous les jours, le gouvernement essaye d'apporter des réponses, de proposer des solutions aux différentes problématiques qui sont à l'ordre du jour. Il y a eu un travail d'audit qui a été réalisé et qui nous a permis d'identifier nos forces et nos faiblesses. Et sur nos faiblesses, nous avons entrepris de travailler. Un texte a été adopté pour transformer les médias d'État en office, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les médias d'État vont être regroupés sous la même coupole, tout en conservant leur identité. La TVT va conserver son identité, Radio Lomé, Radio Cara. Cet office-là va maintenant travailler à porter à l'échelle ces médias. Si on prend spécifiquement les médias qui vont se retrouver dans cet office, il y a eu, on va dire, au moins une quinzaine de formations qui ont été dispensées pour accroître les capacités des ressources humaines. Et en termes de matériel technique, nos médias, notamment la TVT, n'a pas à rougir de ceux dont elle dispose en termes de matériel. Maintenant, la prochaine étape, c'est de mettre en place un nouveau studio pour le journal télévisé. Normalement, le studio est prêt, on est en phase de test-montage dans les ateliers du fabricant. Une fois que nous aurons donné notre accord pour valider ce qui a été monté, le studio sera convoyé à Lomé et il sera installé pour que l'on puisse démarrer les journaux dans ce nouveau studio. Les programmes de la TVT vont certainement vont évoluer, puisqu'il y a une nouvelle grille programmatique qui a été rédigée, qui est encore en discussion avec les équipes pour pouvoir la positionner. Nous avons aussi entrepris le changement d'identité visuelle, qui, là aussi, nous sommes très prêts. Nous attendons quelques éléments pour pouvoir mettre à la disposition du public ces différentes évolutions. Il y a eu une série d'actions qui ont été menées en vue de compléter le travail de professionnalisation des médias de notre pays. Alors, ce travail-là se fait évidemment en collaboration avec tous les acteurs, mais sur deux volets. D'abord, il y a le volet relations du ministère avec la presse privée, et puis le travail que le ministère fait sur les médias publics, les médias que l'on appelle communément les médias d'État. Sur la presse privée notamment, nous avons établi un cadre de discussion avec la presse privée. Il y a des points qui sont ressortis dans ces discussions-là et qui ont servi de jalon au travail. Nous avons eu, on va prendre par les dernières évolutions, la convention collective qui organise les relations entre les patrons de presse et leurs salariés. Des discussions ont eu lieu dessus. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de dire que dans un délai relativement court, cette convention sera signée et elle pourra être transmise au gouvernement. Toujours dans la relation entre la presse privée et l'État, les discussions sont ouvertes désormais aussi sur l'évolution de l'aide de l'État à la presse vers un fonds. La professionnalisation, aujourd'hui, c'est le credo. Le ministère de la communication et des médias accompagne les médias privés dans cette professionnalisation. On a fait des formations. Le ministère a dit sa disponibilité pour accompagner les médias qui n'ont pas réussi à se transformer en entreprise de presse. Et puis, au-delà de tout cela, aujourd'hui, l'une des ambitions du ministère, c'est de faire en sorte que nous puissions progressivement aller vers des groupes de presse. Donc, voilà à peu près, vraiment de façon
succincte ce qu'on peut dire sur les relations entre l'État et la presse privée. De nos compatriotes, de leur souhaiter toujours la bonne santé, c'est très important. Et la conviction en ce que l'action gouvernementale continuera à être au plus près des besoins de la population, parce que c'est la volonté véritable de son Excellence, Monsieur le Président de la République.